de vue théorique. En fait, le reste, ah ouais. Le reste est difficile aussi concernant la théorie, mais c'est comment dire, on peut se passer un peu de la théorie sur le reste pour le faire, alors que je pense qu'on force un peu moins. Parce qu'il y a plus de risques, il y a plus de choses qui peuvent tourner mal, entre guillemets, et en même temps, c'est quand même une nécessité. Donc, je reviens rapidement d'un point de vue théorique sur ce qui a été dit avant. Donc, comme je disais, la qualité primordiale pour un muscle, c'est l'élasticité. C'est-à-dire que c'est un mélange de capacité de se rigidifier, d'être raide, et incapacité à prendre une longueur assez grande. En gros, c'est la capacité de déformation. Au plus l'élastique est capable d'aller loin dans sa déformation et de revenir à sa position initiale, au plus on a cette élasticité. Souvent, on la confond parce qu'on va croire, par exemple, dans les croyances qu'il y a sur le sujet, on va croire que la souplesse fait qu'on est en bonne, enfin, qu'on se sent bien, alors qu'il y a des gens qui sont hyper lax et qui, au contraire, abîment leurs articulations, etc. Parce que la rigidité de l'élastique, c'est aussi une protection du corps. Beaucoup de gens pensent aussi qu'au plus l'élastique est rigide, au moins on pourra être souple. Ce qui est en partie vrai dans le sens où, comme l'élastique est rigide, on doit aller le pousser plus loin pour avoir la souplesse. Mais en réalité, c'est pas, l'un n'empêche pas l'autre. Et c'est d'ailleurs la recherche qu'on essaie d'avoir en général, c'est vraiment d'avoir une capacité de souplesse assez élevée tout en ayant une capacité de force assez élevée, en gros. Je schématise, hein. Et donc, c'est vraiment c'est ça qui va permettre d'être en bonne santé. C'est pas d'être très très souple, ça peut être nocif pour les articulations parce que du coup on a moins de protection à nos articulations. Enfin, surtout si on a de la souplesse sans force, quoi. Et à l'inverse, être très fort sans mobilité, ben, ça marche pas non plus. Selon moi, d'ailleurs, c'est pas vraiment possible en force fonctionnelle et je vais expliquer la différence entre les deux. Juste, je reviens là-dessus. Il y a aussi beaucoup de croyances qui pensent que si le muscle il est plus, ben voilà, il est plus dense, plus développé, plus plein de choses, les gens pensent que du coup, tout d'un coup, on perd en souplesse, ce qui n'est pas non plus le cas. Techniquement, c'est pas le cas en tout cas, et c'est totalement possible de maintenir les deux. Et voilà, ça va même nous donner des capacités plus fortes. Encore une fois, sur cette histoire d'élastique, c'est mon élastique, il a plus de capacité en amplitude, donc ça veut dire qu'il peut aller plus loin et revenir plus fort à sa position initiale. Je peux générer plus de force. Et donc, en fait, la souplesse enfin, l'élasticité, donc, mais la capacité aussi à devenir long, elle peut participer à ma force. Je parle de force fonctionnelle parce il y a des différenciations que je vais faire maintenant. Il y a ce qu'on appelle la force maximale. Donc, c'est des termes qui servent à résumer un peu des grandes idées de la force. Ça reste c'est tout le temps la vulgarisation dans le sens où c'est toujours des critères que des humains doivent donner pour essayer de comprendre de quoi on parle en gros, mais ça ne veut pas dire que c'est ça qu'il y a dans le muscle. Évidemment, le muscle, il ne se dit pas ah j'ai une force maximale, une force fonctionnelle, etc. Il ne se dit pas j'ai des fibres qui ont tel ou tel nom. Ça, le muscle, il s'en fout. Mais par contre, nous, humains, c'est plus simple pour essayer de comprendre, de classer par type, quoi. Ce qu'on appelle la force maximale, c'est la force qu'on est capable de générer euh, d'une, pour simplifier, d'une position figée à une autre, c'est-à-dire sans avoir de vitesse à l'avance, et peu importe en fait notre vitesse d'ailleurs. Donc par exemple, je vais prendre un exemple stupide, si je fais une pompe, au moment où je suis en bas, si je m'arrête et que je pars lentement, je ne peux pas tricher. Par contre, si je me laisse descendre jusqu'au bas et puis je rebondis un petit peu, puis je repars, j'ai utilisé ma force élastique. Il se voit sur la chaise sur laquelle je suis d'ailleurs. Euh, j'ai utilisé de la force élastique pour m'aider. Et en fait, c'est pas de ça qu'on parle quand on parle de force maximale. Je ne sais pas si vous faites la différence. Quand on parle de force maximale aussi, il y a 2-3 termes techniques que je vous donne maintenant. Vous n'êtes pas obligé de les connaître, mais ça peut vous aider plus tard si un jour vous décidez de vous attaquer à votre force fonctionnelle, de mieux comprendre ces termes-là, parce que ce n'est pas des termes que moi j'ai inventés, donc vous les retrouverez à gauche, à droite. Notamment dans les termes qui sont utilisés, il y a le 1RM, donc ça veut dire One Repeat Max, je pense, si je me rappelle bien. Donc ça veut dire quel est mon max de force sur une seule répétition. Ça, c'est le 1RM. Donc, max de force sur une seule répétition. Par exemple, imaginons
que je sois capable de faire une pompe maximum et que dès que j'en fais une deuxième, la deuxième, je la lâche en cours de route. C'est-à-dire que mon 1 RM, c'est une pompe. Évidemment, cette valeur-là, elle est utilisée surtout quand on a des poids extérieurs. Donc, par exemple, sur un squat, j'en sais rien, on va dire mon 1 RM, c'est de 100 kg, je sais pas. Eh ben, ça veut dire que je peux faire une répétition à 100 kg, mais que la deuxième, je la passe pas. Ça, c'est le 1 RM. Quand on dit un 3 RM, ça veut dire mon maximum sur 3 répétitions. Par exemple, si j'arrive, si je suis à 100 kg sur 1, ben, souvent, mes 3 répétitions, je vais les réussir à 90 kg, 90 kg, 90 kg. Là, je vais faire 3 répétitions à 90 kg, par exemple, et la quatrième, j'arrive pas à la passer, on va l'appeler le 3 RM. Si vous êtes sur Internet, vous faites des recherches, vous allez très très vite tomber sur ce terme-là parce que c'est un terme très fréquent. Merde, j'ai fait une connerie. 2 secondes. C'est un terme extrêmement fréquent de dire 1 RM, 3 RM, etc. Voilà, il fait de la merde. Ah oui, voilà. J'ai eu un problème de mise en d'affichage. Alors, donc ça, c'est un truc qui permet de... C'est des petites valeurs, en fait, qui vont nous aider à réfléchir, en gros. Ça, encore une fois, c'est pas absolu. Puis, en fait, on se rend compte ces derniers temps que parfois, ça marche pas tout à fait, que les calculs qu'on utilise pour le faire ne fonctionnent pas pour tout le monde, parce que ça dépend... ça dépend d'une personne à l'autre. Elle a des capacités différentes de recréer de l'énergie, etc. Mais du coup, ça, c'est ce qu'on appelle la force max, en fait. Donc, c'est la force maximale qu'on est capable de générer comme ça. Et ce qu'on appelle le 1 RM, c'est le maximum sur une seule répétition. OK. Pourquoi c'est important? Parce que le nombre de répétitions est très important. Alors, avant de continuer, je vais différencier aussi ce qui s'appelle des séries et des répétitions. Une série, c'est l'ensemble, on va dire, et les répétitions, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, pour donner un exemple, si je dis 3 séries de 2, ça veut dire que 3 fois, je vais faire 2 répétitions d'un mouvement. Ça, c'est 3 fois 2. Souvent, c'est écrit 3S, 2R. Donc, 3 séries, le S, c'est 2 séries, et 2 répétitions. Pourquoi c'est important? Parce que le nombre de répétitions va permettre de savoir où on en est à peu près dans notre force. Alors, je vais parler des autres forces et je vais commencer à distinguer encore des disciplines entre elles. Donc, la force max, la discipline par excellence dans laquelle on la développe le plus, pour moi, c'est le powerlifting, ce qu'on appelle le powerlifting ou la force athlétique, c'est-à-dire des trucs où on doit soulever des gros poids. Il y a 3 mouvements de base et dans ces 3 mouvements, on soulève beaucoup de poids. Mais comme c'est des mouvements polyarticulaires, ils utilisent plusieurs capacités du corps pour le faire. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, les 3 mouvements qu'il y a, c'est le soulevé de terre, le squat et le développé couché. Et donc, le soulevé de terre, c'est un mouvement où on doit ramasser, c'est comme si on devait ramasser quelque chose par terre et le soulever. On va principalement utiliser les fessiers, mais ça va utiliser toute la chaîne arrière, la chaîne postérieure. Le squat, c'est un mouvement de flexion, extension des jambes qui va utiliser aussi les fessiers, le dos, les abdos. Enfin, c'est assez complet comme mouvement. Et après, il y a le développé couché qui va utiliser principalement les triceps et les grands pectoraux. Mais quand on le fait en powerlifting, on utilise aussi les rhomboïdes, les dorsaux, etc., etc. Bref, je vais donner les détails après. Donc ça, c'est une discipline qui, pour moi, c'est celle qui développe le plus la force maximale, et parce qu'en fait, c'est celle où on va faire une répétition. Le but, c'est de faire une répétition dans les différents mouvements et de cumuler le nombre de kilos qu'on fait sur tous les mouvements. Donc pour moi, ça, c'est la discipline par excellence sur la force maximale. Ça ne veut pas dire que vous devez la faire ou pas, c'est juste que comme ça, vous savez que si un jour, vous devez travailler votre force maximale, c'est là-dessus que ça se passe. Alors, je vais expliquer après les défauts, les avantages, les qualités, défauts de chaque truc. Je vais distinguer direct une autre discipline qu'on a tendance à confondre, c'est la musculation. La musculation, c'est un mélange entre force et développement musculaire, c'est-à-dire le développement de volume musculaire notamment, et c'est le développement de la force aussi,
Mais le but est en termes de développement musculaire. Souvent, on confond les deux. Donc, encore une fois, ça vaut le coup de regarder, par exemple, des haltérophiles, de regarder des photos d'haltérophiles. Vous allez voir qu'ils sont plutôt, la plupart sont plutôt maigrichons, ils ne sont pas particulièrement développés. Ils ont des jambes un peu développées, mais pas au-delà de ce qui existe. Et si vous prenez à côté, je ne sais pas, un Mister Olympia, quelqu'un qui vient du bodybuilding, je vais encore expliquer plus tard ce que c'est. Vous allez voir que la personne du bodybuilding, elle a l'air beaucoup plus massive. On pourrait s'imaginer qu'elle a plus de force, mais dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Sachant que les meilleurs powerlifters ou haltérophiles vont souvent soulever, un powerlifter va souvent soulever, je sais pas, entre 300 et 500 kilos, les meilleurs. Et quelqu'un de la musculation, il dépasse rarement les 100 kilos, quoi. Comme quoi, c'est pas. Et encore, je dis musculation, il y a encore le bodybuilding. Donc, en fait, c'est des espèces d'extrêmes. Bodybuilding, c'est quand le but, c'est de faire un corps, c'est de construire le corps, enfin, bodybuilding, hein, donc construire le corps, enfin, fabriquer ton corps, entre guillemets. Et c'est chercher une espèce, selon des standards, chercher un équilibre musculaire selon certains standards, parce qu'en réalité, c'est rarement un équilibre musculaire réel fonctionnellement. Et donc, c'est pas du tout la même discipline que la force, en gros. Donc, les gens qui font du bodybuilding vont augmenter leur volume musculaire, mais c'est plus une espèce de science de la nutrition, du nombre de répétitions qu'on doit faire, etc., qu'une science de la force. Alors qu'à l'autre extrême, on va dire, il y aura le powerlifting ou l'haltéro, qui développent pas exactement la même chose, mais qui vont beaucoup plus développer la force maximale. Ok. Et du coup, ça arrive souvent qu'on fasse la confusion. Donc, par exemple, quelqu'un qui va développer sa force maximale ne va pas attraper des muscles énormes du jour au lendemain. Et de toute façon, même si la plupart des gens qui font du bodybuilding sont quand même sous stéroïdes de malade. Et donc, en fait, ce qui fait qu'ils ont des corps comme ça, c'est pas tellement lié aux exercices qu'ils font, mais surtout lié à ce qu'ils ingèrent, en fait. Et du coup, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui parfois osent pas travailler leur force de peur de créer trop de muscles, ce qui est quasi impossible en fait. Enfin, il faudrait cumuler une génétique très favorable à ça et faire vraiment tous les exercices qui donnent des muscles. Et vous allez voir qu'en fait, ça se passe pas sur les mêmes fourchettes. Enfin voilà. Ok, donc là, donc on va dire que s'il y avait un continuum, il y aurait un côté où il y a la force maximale qui est développée. Puis il y aurait de l'autre côté qui travaille sur les muscles. Et on va dire que globalement, les muscles vont pas être. C'est pas le même nombre de répétitions. Donc la force maximale, on va chercher des répétitions entre 1 et 6 répétitions. Tout à l'heure, je vous parlais du 1 RM, mais on va chercher entre 1 RM et 6 RM, les exos. Alors que si on fait de la musculation, on va plutôt chercher entre 12 et 20, en gros. C'est plutôt la fourchette dans laquelle se passent les trucs. Ce qui pour moi est intéressant dans la force max aussi, c'est de comprendre que c'est avant tout nerveux. Quelqu'un qui a de la force, c'est avant tout quelqu'un qui a un meilleur système nerveux et pas quelqu'un qui a plus de muscles, même si les muscles sont une sécurité en fait à la force. Donc pourquoi? Parce que si je vais soulever un certain poids, si mes muscles ils n'ont pas la bonne circonférence, on va dire, ils vont pas me protéger face au poids que je vais soulever. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les muscles eux-mêmes vont me donner de la force. Les muscles, c'est un potentiel de force. Donc au plus ils sont grands, au plus ils ont une capacité maximale élevée. Mais en réalité, comme notre système nerveux est souvent beaucoup plus faible, enfin, on a beaucoup moins développé notre système nerveux par rapport à notre force, par rapport à que notre système musculaire. En fait, en réalité, on est je sais pas, je dis des chiffres au pif, hein, mais je sais pas, on n'est même pas à 10% de l'utilisation de nos muscles. Donc en réalité, ce qui va augmenter notre force dans un premier temps, c'est avant tout le système nerveux. Et les muscles, en fait, et c'est pour cette raison d'ailleurs que quand on va dans une salle d'haltéro ou même de CrossFit ou des trucs comme ça, on va voir des gens qui vont soulever des gens qui font 50 kilos et qui soulèvent des poids qui nous paraissent énormes et ils sont tout maigrichons parce qu'en fait, ça n'a rien à voir avec leur diamètre de muscle. Donc, je tiens à bien distinguer les deux. Évidemment, avoir plus de muscles, ça développe un potentiel de force, et
et à l'inverse, si on développe notre système nerveux et notre force, forcément, nos muscles après vont finir par augmenter parce qu'ils seront plus actifs, plus vivants. Mais on va dire que c'est 2 disciplines quand même différentes. OK, alors maintenant je reviens sur qu'est-ce qui donc ça, c'est la force. On va dire que la définition de la force, c'est avant tout le système, nerveux qui l'a fait et après maintenant je vais parler à l'intérieur de la force, il y a des différences. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la force maximale, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, en fait, c'est une force qu'on va exécuter lentement. Il y a une espèce de courbe, enfin de symétrie inversée entre la force maximale que je vais développer à petite vitesse et la force que je vais développer avec de la vitesse. Ce qu'on appelle la force vitesse ou la survitesse, etc. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça aussi, c'est une distinction qui pour moi me paraît importante. Si prenez dans votre tête, hein, si vous y soulevez quelque chose de très 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 lourd, ce qui va se passer, c'est que vous allez exécuter le geste lentement. Vous allez être en difficulté pour produire de la vitesse. Enfin, pour réussir à avoir de la vitesse dans votre geste. Parce que votre force maximale va être plus élevée sur des gestes lents que sur des gestes rapides. À l'inverse, si vous allez à une certaine vitesse, il va vous être de plus en plus dur de produire de la force et c'est ce qu'on appelle le profil force-vitesse. C'est un truc un peu compliqué, je ne vais pas expliquer les détails, mais en gros, par exemple, sur un sprinter, si un sprinter a des grosses capacités de démarrage, ça veut dire que c'est un sprinter qui a plus de force maximale. C'est-à-dire qu'au tout début, au moment où il va devoir produire un maximum de force, il est capable de produire beaucoup de force pour accélérer. Je prends un sprinter sur 100 mètres. Hein. Et disons qu'un sprinter, un profil de sprinter qui a beaucoup de force maximale, sur les 20-30 premiers mètres, il met l'amende à tout le monde. Il va vraiment prendre de l'avance sur les 20-30 premiers mètres. Et après, peut-être qu'à 30 mètres, il est déjà atteint sa vitesse de pointe et qu'en fait, là, il est capable de maintenir sa vitesse, mais il est plus capable de produire de la vitesse supplémentaire. Ce qui veut dire qu'en fait, s'il ne sait plus produire de la vitesse à cet endroit-là, ça veut dire qu'il n'arrive plus à produire de la force excédentaire à cette vitesse-là. Est-ce que c'est compréhensible tout ce que j'explique là ou ça l'est pas? Parce que ça, c'est un truc un peu complexe, hein, c'est de la préparation physique, etc. Si jamais vous captez rien, vous me dites, hein, parce que je préfère pas aller trop loin. Ok, cool. Du coup, par exemple, je vais donner 2-3. Par exemple, il y a un sprinter qui s'appelle Asafa Powell. Vous avez peut-être entendu parler de lui. C'est un Jamaïcain. Je l'écris sur le chat si vous voulez regarder. Je ne sais plus s'il a écrit comme ça. Je crois que c'est écrit comme ça. Donc, Asafa Powell, c'est un sprinter jamaïcain qui a une force extraordinaire. Ça se voit d'ailleurs quand on voit ses démarrages et tout. Il a des démarrages incroyables, etc. À l'inverse, il y a un autre sprinter que tout le monde connaît, je pense, c'est Usain Bolt. Et Usain Bolt, en fait, bon, il a une force pas mal, évidemment, parce que sinon, tu ne peux pas être sprinter. Mais Usain Bolt, si on regarde les vidéos, on voit que sur les débuts, souvent, il n'est pas premier sur les débuts. Le truc d'Usain Bolt, c'est qu'il arrive à continuer à accélérer très très longtemps. Il me semble qu'il accélère jusqu'à 70 mètres, donc sur les 100 mètres. La plupart des sprinters, entre 30 et 50 mètres, ils n'arrivent plus à accélérer plus que ce qu'ils ont fait. Alors que Usain Bolt, il va continuer à accélérer jusqu'à 70 mètres. Et ça, en fait, c'est ce qu'on appelle de la force-vitesse, c'est-à-dire la capacité à produire de la force à une vitesse maximale. Et donc ça, il y a des exercices pour le travailler, c'est en survitesse. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent travailler ce genre de qualité, il y a une application qui est payante, mais qui est hyper bien, qui s'appelle MyJump et MySprint. Il y en a une qui est donc pour le sprint et une pour développer la capacité en extension, donc en saut en hauteur, etc., ou en basket, etc. Et les deux, en fait, vont utiliser toutes les données scientifiques en faisant une vidéo de vous pendant que vous faites un sprint ou quand vous faites un saut, elles vont pouvoir. Pour le saut, c'est un peu plus compliqué que ça, je vous avoue. Pour le sprint, c'est relativement simple. Elles vont pouvoir déterminer votre profil force-vitesse et vous dire s'il faut plus travailler la force ou la vitesse. Pour un débutant, de manière générale, 3/4 des gens manquent cruellement de force. Donc, j'aurais tendance à dire, même sans avoir fait de profil force-vitesse, la
plupart des gens, en fait, ils manquent cruellement de force. On estime en général qu'il faut viser 1,5 fois son poids de corps pour avoir suffisamment de force. C'est-à-dire que si je fais un squat, un mouvement de powerlifting, par exemple, moi je fais 80 kg, je dois pouvoir soulever 120 kg pour que je sois au moins dans la fourchette OK, quoi. Pour être OK d'un point de vue fonctionnel. Si je fais de la compète, je vais viser un peu plus haut, hein, et après ça dépend de mon sport, parce que selon les sports, on va avoir plus ou moins de force à mettre, plus ou moins de vitesse. Sachant que après un moment, les forces-vitesses s'affrontent un peu. J'en parlais tout à l'heure avec la métaphore du dentifrice. Donc, ça veut dire que je dois pouvoir faire ça. Si je fais une traction, ça veut dire que je dois pouvoir prendre mon propre poids plus un certain poids que je vais rajouter. Si je fais une pompe, etc., pareil. Donc, ça veut dire qu'en fait, les 3/4 des gens, moi, jusqu'à présent, ce que j'ai rencontré, c'est que la plupart des gens manquaient cruellement de force par rapport à ce qui devrait être capable de faire d'un point de vue fonctionnel. C'est pour ça que moi, j'aurais de toute façon tendance à conseiller aux gens d'augmenter leur force avant de s'occuper de la vitesse. Après, encore une fois, si on est sprinter, ça va pas être le même profil que si je fais du 400 mètres, que si je fais du ski, que si je fais d'autres choses, etc., etc. Donc, il y a des spécificités par rapport au sport. Mais faire 1,5 fois son poids, en général, dans tous les sports, c'est une nécessité, quoi, on va dire. OK. Donc voilà, j'espère que cette partie, vous la comprenez plus ou moins. Donc, on va dire qu'il ne faut pas confondre certaines disciplines entre elles, qu'il y a des qualités différentes de la force. Il y a la force-vitesse, la force maximale. Et après, maintenant, je vais parler d'autres qualités qu'on va appeler la résistance, que certains appellent l'endurance de la force. Donc, ça veut dire ma capacité à faire un nombre de répétitions élevé avec une certaine force. C'est-à-dire que, par exemple, un powerlifter qui a énormément de force, qui va, je sais pas, pouvoir porter 300 kg, si ça se trouve, il fait 20 fois 30 et il est mort. C'est quasi pas possible, hein, ça, ce que je viens de dire. Hein, mais on va imaginer, il y a des gens, par exemple, qui ont extrêmement peu d'endurance de leur force, enfin de résistance, ce qu'on appelle la résistance, c'est-à-dire la capacité à répéter un effort longtemps. Et après, il y a l'endurance fondamentale qui va être liée qui va plus être liée au système, au système respiratoire, etc. Donc, on ne va pas parler de ça. Là, on va parler de l'endurance de la force maximale. Et ce qu'on appelle aussi l'hypertrophie, je vais en parler un petit peu. L'hypertrophie, donc, c'est ce qui va être développé surtout en bodybuilding. L'hypertrophie, ça veut dire augmenter la taille des muscles. D'accord ? Maintenant, je vais donner des fourchettes. C'est des fourchettes qui ne sont pas... c'est pas de la science exacte, mais on considère que de 1 à 6 répétitions, je tiens à préciser que de 1 à 6 répétitions, on va être sur la fourchette de la force maximale. Je tiens à préciser qu'on dit de 1 à 6 répétitions, ça veut dire que normalement, on n'arrive pas à faire plus. Si c'est un mouvement sur lequel je peux faire 20 répétitions et que je fais 1 à 6 répétitions, je ne vais pas tant travailler que ça, ma force maximale. Je ne sais pas si vous captez. Exemple, si par exemple avec 100 kg, j'arrive à faire jusqu'à 6 répétitions, si je fais un exercice de 1 à 6 répétitions, ça va augmenter ma force maximale. Ça va travailler sur cette filière-là, sur le système nerveux dont je parlais, etc. Par contre, si je suis capable de faire 25 répétitions avec 100 kg, toujours là, à ce moment-là, si je fais 1 à 6 répétitions, je ne vais pas tant travailler ma force maximale que ça. Je tiens juste à préciser. À ce moment-là, il va falloir que je charge plus mes poids pour pouvoir travailler ma force maximale. Je ne sais pas si vous captez. De 6 à 12 répétitions, on considère que ça va faire travailler la force maximale, mais aussi l'hypertrophie. Je l'ai écrit dans le chat. Donc 6 à 12 répétitions. Toujours la même chose. Hein, toujours, je dois finir sur ma dernière répétition. Genre, je ne peux pas en faire une de plus. Quoi, hein. On parle de ça, de ce type de valeur-là. On considère que de 12 à 20 répétitions, on va être sur l'hypertrophie musculaire principalement. Donc, c'est ce qui va augmenter les volumes musculaires et l'endurance de la force ou la résistance.
Et on considère qu'au-delà de 20 répétitions, on va être sur de l'endurance ou de la résistance, l'endurance de la force ou de la résistance. Donc ça, c'est ce qu'on considère comme échelle. C'est-à-dire que selon ce que j'essaie de travailler, je vais devoir tabler dans une dans des échelles. Enfin, choisir parmi ces échelles. Après, ça ne veut pas dire que, par exemple, quelqu'un qui va travailler sa force maximale, il va faire que de 1 à 6 répétitions. Mais on va dire que c'est là-dedans qu'il va viser ses buts, qui va essayer d'être performant et d'aller le plus loin. Il va travailler le reste aussi parce que ça va l'aider à protéger ses muscles, ça va diminuer les blessures, ça va machin. Je rappelle aussi que, encore une fois, l'hypertrophie musculaire, je veux juste le préciser, c'est pas parce que vous faites entre 6 et 20 répétitions, donc les deux endroits où se développe l'hypertrophie musculaire, que vous allez attraper des muscles énormes du jour au lendemain. Je rappelle que la plupart des gens qui font du bodybuilding prennent des stéroïdes, qui font qu'ils attrapent des muscles énormes, mais le commun des mortels va pas développer autant de muscles du jour au lendemain, et tant mieux, parce que je pense pas que ce soit l'idéal pour plein de gens que tout le monde ait envie de ressembler à ça. Et donc, je dis ça parce qu'il y a des gens parfois qui sont inquiets d'attraper trop de muscles. Et franchement, en général, vous avez de la marge, puis ils vont pas venir du jour au lendemain. C'est pas, vous allez vous réveiller et faire, oh putain, j'ai plein de muscles. C'est pas comme ça. C'est pas, ah, hier j'ai fait 3 pompes, aujourd'hui j'ai plein de muscles. C'est plus, un truc à long terme. Donc, je pense pas qu'il faille s'inquiéter pour ça. Et qu'en plus, c'est lié à la génétique et qu'en fonction de notre génétique, on développe plus ou moins de muscles. Bref, je pense pas que ce soit un truc qui doit concerner les gens. Ok, donc voilà, ça vous voyez le nombre de répétitions qui a été écrite là, va vous donner une indication sur ce que vous êtes en train de travailler. Encore une fois, à condition d'être proche de votre maximum. C'est-à-dire, encore une fois, qu'il faudrait que la dernière répétition, elle soit toujours très très dure à faire. Ok, maintenant je vais parler du type de contraction musculaire qui existe. Alors là, ça va commencer à, je vous avais dit, hein, ça va être un peu plus dur théoriquement que les autres jours. Je vais donner un exemple. Ah. Ouais, de toute façon, je m'approche. Imaginons, je vais faire un exemple le plus simple possible pour bien expliquer. On parle de 3 types de contractions. Il y a des petits à côté dont je parlerai après. Les 3 types de contractions dont on parle, je vais l'écrire, c'est concentrique. Comme ça, vous pouvez vous pouvez les retrouver si jamais. Il y a concentrique, excentrique et isométrique. Je vais donner 2 exemples pour bien comprendre. Ici, imaginons que je porte cette balle comme ça. On va dire que l'effort maximal, l'effort va être principalement concentré sur mon biceps. D'accord? Si jamais, imaginons, donc je fais ça, hop, j'arrive à soulever cette balle. D'accord? Si, imaginez que c'est mon effort maximal, c'est-à-dire mon 1RM dont je parlais tout à l'heure. Si j'arrive, je le fais en une fois, j'arrive une seule fois, je redescends et puis après, je ne peux pas faire une deuxième. Ça, c'est mon 1RM. D'accord? C'est un effort concentrique principal. C'est-à-dire que si j'arrive à le faire une fois comme ça, on va dire que je suis à mon maximum en force concentrique. C'est ça le 1RM. Donc, ça, c'est mon 100%. Bon, là, elle fait 12 grammes, je sais pas, elle fait que dalle, mais bon, si elle faisait, je sais pas, 20 kilos, on va dire, mon 100% est à 20 kilos. Il faut comprendre un truc. Cette balle, si j'augmente un peu le poids, donc on va dire qu'à 20 kilos, j'arrive à faire ça, je redescends et je ne peux pas en faire une deuxième. Si on met 25 kilos, j'arriverai pas à le faire parce que c'est trop. C'est un peu plus, même si c'est 2 kilos en plus, j'arriverai pas. Par contre, ce que j'arriverai peut-être à faire, c'est à la maintenir dans un statu quo. C'est-à-dire que si quelqu'un m'aide à la monter, puis une fois qu'elle est ici, j'arrive pas à la monter plus, mais j'arrive à l'empêcher de descendre. Donc je la maintiens comme ça. Ça s'appelle l'isométrique. C'est un équilibre, l'isométrique. C'est quand j'arrive à maintenir l'équilibre entre les deux. L'excentrique, au contraire, donc juste avant de. Donc ça veut dire que si je suis à 100% comme ça, je suis à 20 kg, je suis capable de maintenir le poids un peu plus haut que mon 100% en concentrique. Donc ce qu'on appelle le 1RM, c'est le 100%.
mais je peux faire, je pense qu'on considère qu'on arrive à faire à peu près 110-115% de notre maximum en isométrique, c'est-à-dire à maintenir juste une force. L'excentrique, au contraire, ça va même pas, c'est quand j'arrive même plus à maintenir, mais j'arrive à la ralentir. Par exemple, si j'ai mis 30 kg, je prends des chiffres vraiment complètement sans les calculer et tout ça, mais donc, on va dire, je fais 20 kg, j'arrive à faire comme ça. 25 kg, j'arrive juste à maintenir. Et 30 kg, j'arrive à le ralentir. De toute façon, le ralentir, on arrive à peu importe le poids, mais bon, c'est juste que si c'est 100 kg, je risque de peut-être me casser le coude, etc. Alors, juste pour bien comprendre les termes, pour bien capter les termes, encore une fois, les muscles, c'est des élastiques. Concentrique, ça veut dire qu'on concentre les points, qu'on se concentre les insertions, donc les bouts, les tendons, l'un vers l'autre. Donc ça, c'est du concentrique. On fait un effort pour les concentrer l'un vers l'autre. Ce qu'on appelle isométrique, c'est quand on les maintient. Ça veut dire que le muscle est quand même en travail, hein, mais c'est juste, son but, ça va être juste de maintenir la même distance entre les deux points. Tu vois, l'insertion ici, ben, on va voir les deux insertions qui vont, dans le concentrique, elles vont se resserrer entre elles, donc elles vont faire ça, et dans l'isométrique, elles vont juste rester en tension, enfin maintenir la force. En excentrique, on dit excentrique parce que là, on ne concentre pas les points, mais on les excentre, on les éloigne du centre, hein, excentré. Là, pendant l'effort excentrique, donc je suis comme ça, en fait, ça veut dire que je contracte mon muscle pour qu'il ne s'étende pas trop vite, en fait. Donc ça, c'est les 3 types d'efforts principaux. Il y a d'autres efforts, mais là, c'est vraiment du domaine de la préparation physique, c'est-à-dire qu'on va avoir le statodynamique, le pliométrique, mais ça, en fait, c'est la méthode où on va utiliser, alterner avec la bonne vitesse, l'excentrique, isométrique, concentrique. Ok. Donc, comme je le disais, on a une capacité de force plus élevée si on est en excentrique, isométrique que le concentrique. Est-ce que tout ça, c'est compréhensible? Ça, c'est hyper dur à comprendre souvent pour les gens qui ne sont pas formés là-dessus. Est-ce que ça, vous arrivez à le comprendre? Encore une fois, si vous tapez sur Internet, vous trouverez des tas de trucs là-dessus. Autre métaphore que j'utilise, c'est que vous allez vous pousser une voiture. D'accord? Voilà, on va dire une Ford Fiesta. Vous la poussez sur une montée. D'accord? Une petite Ford Fiesta, un truc gentil, quoi. Une Panda, j'en sais. Vous la poussez, vous arrivez à la pousser sur la montée. Parce qu'elle est quand même pas très très lourde, vous arrivez à la pousser. Super. Là, vous êtes dans votre force concentrique. On va imaginer. Hein. C'est-à-dire que vous êtes capable de générer une vitesse vous-même. Et après, sauf que vous êtes sur une route qui monte de plus en plus, ou bien, bah, ça peut être ça, ou bien à un moment, il y a quelqu'un qui rentre dans la voiture. Et là, tout d'un coup, vous n'arrivez plus à pousser plus loin la voiture, mais vous arrivez à la maintenir sans qu'elle redescende. Et là, il y a encore une deuxième personne qui se rajoute, et là, vous n'arrivez même plus à la maintenir, vous arrivez juste à la ralentir. Vous voyez, c'est ces 3 forces dont on parle, concentrique, excentrique. En termes de, évidemment, c'est pas ça qui se passe sur le plan du muscle au moment où vous le faites, mais ce que je veux dire, c'est que vous devez comprendre pourquoi on arrive à résister, on arrive à ralentir plus de force que son maximum. On le comprend sur cette voiture. Parce que si je la pousse, j'arrive à générer de la vitesse au départ, mais je suis à la limite. Puis il y a une deuxième personne, il y a une personne qui se rajoute, mais tout d'un coup, j'arrive même plus, j'arrive tout juste à la retenir. Là, vous voyez, c'est pour ça que j'arrive à avoir un peu plus de force, parce que techniquement, j'arrive plus à la pousser, mais j'arrive quand même à avoir un peu plus de force en isométrique, parce que j'ai plus de mouvement à créer, je dois juste résister. Et après, si elle descend, bah, peut-être que j'arrive plus, enfin, s'il y a une deuxième personne qui se rajoute, peut-être que j'arrive plus à la retenir, mais j'arrive au moins à la ralentir. Pourquoi c'est important? Parce que, comme je disais tout à l'heure, la force, c'est nerveux. Scientifiquement, il a été démontré que si j'utilise de l'excentrique, je vais pouvoir plus rapidement dépasser mon maximum. Parce que, comme cette histoire de voiture, si toute ma vie, je me dis, bon, ben, j'arrive à pousser cette voiture vide, je la pousse. En fait, je vais pas stimuler mon système nerveux suffisamment
que pour lui dire, là, maintenant, il est temps de développer plus de force. Par contre, si on rajoute une personne à la voiture et que je dois résister comme ça, qu'est-ce qui se passe? Mon corps, il va résister, il va être face à un nouveau stimuli nerveux. Et donc, ce qui va se passer, c'est que mon corps, derrière, il va faire, il faut que tu sois capable peut-être de porter un peu plus pour que la prochaine fois, tu puisses même pousser cette voiture. Si on rajoute encore une personne et que je suis en excentrique, donc que je ralentis la descente, là, mon corps, il va dire, ouah, franchement, il faudrait se renforcer un petit peu. Et donc, en fait, c'est pour ça que si je veux pouvoir atteindre mes maximums, augmenter plus vite ma force, utiliser l'excentrique et l'isométrique, c'est un gros plus que si je faisais que du concentrique. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre, c'est une stratégie d'apprentissage. Ok. Comme je disais, très théorique aujourd'hui. Je passe à la suite, si vous avez compris cette partie-là. Donc, 1 à 6 répétitions, force maximale. 6 à 12, force maximale, hypertrophie musculaire. 12 à 20, on a l'hypertrophie musculaire et l'endurance de la force. Plus de 20, résistance de la force. Endurance de la force. Effort concentrique, je peux moi-même réaliser l'effort. Excentrique, je ralentis la vitesse. Isométrique, je suis statique. D'accord? Il arrive régulièrement que les gens confondent le gainage, par exemple, avec l'isométrique. Le gainage de base qu'on voit souvent, que les gens font souvent. Souvent, ce qu'on voit comme gainage, c'est ça. Donc, c'est effectivement un gainage. Ça travaille effectivement le gainage. Mais en fait, c'est surtout un travail isométrique, ça. Je travaille de manière isométrique principalement mes abdos et mes épaules. Je vais vous montrer un autre geste et en fait, je vais vous montrer qu'il y a aussi plein de gainage dans ce geste. Ici, j'ai une kettlebell, c'est un outil qu'on utilise en force fonctionnelle. Si je fais ça, et que je soulève comme ça par-dessus moi, ça travaille le gainage aussi. D'accord? Si je le fais comme ça, tac, je monte, je redescends, j'ai aucun arrêt. D'accord? C'est pas isométrique comme effort. Il n'y a aucun arrêt, il n'y a pas d'isométrie. Par contre, il y a bien du gainage. Parce qu'en fait, le gainage, c'est la capacité à maintenir une ligne, un alignement musculaire, un alignement articulaire. Ce qui veut dire que quand j'ai la kettlebell ici, je dois gainer. Parce que si je ne gainais pas, mon bara, il partirait n'importe où. D'accord? Ça ne veut pas dire que c'est isométrique comme effort. Vous voyez? Pendant que je sais pas, par exemple, je sais que Aline, toi, tu fais de la pole dance. Eh ben, en pole dance, tu vas faire des gainages parfois tout en bougeant en même temps. Ça ne veut pas dire que tu ne gaines pas. D'accord? Donc, voilà. Donc, c'est important de bien distinguer les choses. Le gainage, c'est un truc qui est constant. Peu importe ce que je fais, quand je fais un mouvement, je dois gainer. Je suis obligé de gainer. Si je nage, je fais du gainage. Je suis en train de me gainer pour rester le plus aligné possible, pour traverser le mieux possible l'eau. C'est un gainage incroyable. Si on regarde par exemple Phelps faire un dauphin pendant ses coulées, vous allez voir qu'il a un gainage qui est complètement incroyable, alors qu'il a un mouvement incroyable en même temps. Ok, donc là, on a brossé un peu les gros trucs en virant un peu peut-être quelques idées fausses qui peuvent exister. Maintenant, je vais parler des gestes fondamentaux. Avant de ça, je vais parler de fonctionnel. Pourquoi on parle de fonctionnel et analytique? C'est deux extrêmes aussi. On va dire que l'analytique, c'est ce qui va être le plus développé en bodybuilding. Et le fonctionnel, ça va être ce qui va être le plus développé dans les sports en général qui ne sont pas de l'hypertrophie musculaire. Qu'est-ce que c'est l'analytique et le fonctionnel? Je vais prendre un exemple encore sur cette balle. Si je veux soulever cette balle et qu'elle est très lourde, en fait, le plus simple, ça va être de donner une impulsion pour la soulever. Hein. Vous êtes d'accord? Au plus le poids est lourd, au plus je vais devoir donner une impulsion pour la soulever et engager le plus de muscles possible pour accompagner le mouvement. D'accord? Donc, je vais utiliser des mouvements donc, polyarticulaires qui vont impliquer plusieurs articulations et je vais utiliser des chaînes musculaires entières. D'accord? Je vais pas utiliser un seul élastique.
je vais utiliser plusieurs élastiques que j'ai mis ensemble parce que ça va me permettre de donner plus de force que s'il n'y avait que lui qui tire tout seul. Si j'ai plein d'élastiques accrochés l'un à l'autre, je vais pouvoir tirer à plusieurs la force. Enfin, je vais pouvoir générer plus de force parce que je tire avec plusieurs élastiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle du fonctionnel. C'est-à-dire que la fonction, c'est d'amener ce truc en haut. Et donc, pour ça, je vais contracter un maximum, je vais impliquer un maximum de muscles qui vont m'aider à l'amener en haut. Et je vais essayer de ne pas contracter ceux qui vont ralentir, au contraire, le truc. Donc ça, c'est fonctionnel. Parce que je cherche la fonction. Si je suis analytique, par exemple, quelqu'un qui fait de la muscu ou du bodybuilding, il va essayer, par exemple, en faisant ça, il va se dire, ouais, ça travaille principalement biceps. Je vais essayer d'isoler totalement le biceps dans ce geste. Donc là, je ne vais pas tricher, entre guillemets. Hein. Je ne vais pas utiliser mon épaule pour m'accompagner dans le mouvement. Je vais juste concentrer ici. D'accord? Je vais juste faire qu'il n'y a que ça. Moi, je ne fais pas de muscu ou quoi, donc je ne connais pas bien. Mais genre, je vais chercher à juste avoir l'effort au niveau du biceps et pas impliquer d'autres muscles parce que mon but, c'est juste le biceps. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'analytique, c'est-à-dire que je vise un muscle en particulier. Pour donner un exemple, tout à l'heure, je parlais du développé couché. Le développé couché, c'est quand on est couché sur un banc. Donc là, ça, c'est la partie couchée. Et développé, ça veut dire qu'on développe au-dessus de nous une force. Donc, c'est comme une pompe, mais à l'envers. Et qu'on a une charge au-dessus, donc on a une barre au-dessus chargée pour l'amener en haut. Le développé couché, c'est à la fois un mouvement de powerlifting. Donc, je vous parlais tout à l'heure des pôles. Le powerlifting, là, on va chercher la force maximale. Et c'est à la fois un mouvement de musculation ou de bodybuilding. Mais par contre, ce n'est pas du tout exécuté de la même manière. En powerlifting, le but, c'est de soulever le plus de poids possible pour réussir sa compète. Donc, c'est un mouvement fonctionnel. Le but, c'est la fonction, c'est passer le poids de là à là. En musculation, le but, c'est de développer les pectoraux en faisant ce geste, principalement. Et donc, en musculation, ils vont essayer de se concentrer pour utiliser le moins d'autres muscles possible que les pectoraux. Ils vont essayer d'avoir quasi que les pectoraux qui travaillent dans ce moment-là. Alors qu'en powerlifting, on va faire l'inverse. On va essayer d'utiliser un maximum de muscles pour pouvoir réussir à soulever la charge la plus lourde. C'est-à-dire qu'en musculation, on va notamment, en powerlifting, on va notamment utiliser les rhomboïdes et les dorsaux pour essayer de nous aider à pousser plus haut. Parce qu'au plus on a de muscles impliqués, au plus on peut le soulever. Alors qu'en muscu bodybuilding, on va plutôt chercher juste à utiliser les pectoraux. Et c'est pour cette raison qu'ils auront forcément moins de force à la fin. Il y a un coach qui expliquait qu'il a eu des gens qui venaient de la muscu qui voulaient faire du sprint. Et en fait, quand ils faisaient du sprint, ils bougeaient leurs bras comme ça, à la place de faire comme ça. Vous voyez? Je ne sais pas si vous voyez. Hein. Et donc les bras, ils vont donner l'élan pour réussir à aller plus loin d'un point de vue équilibre, d'un point de vue vitesse, etc., etc. Sauf que les gens qui faisaient la muscu avaient tendance à faire ça. Pourquoi? Parce qu'ils avaient tellement travaillé l'analytique qu'ils avaient presque plus de logique fonctionnelle dans leur corps. C'est pour ça que moi, j'aurais tendance à dire qu'il faut favoriser d'abord la force fonctionnelle, on va dire à 90%, 90% à peu près de force fonctionnelle, et qu'on va utiliser un peu d'analytique juste pour voir où on a des trous. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un, il y a une espèce de formule qui dit une chaîne est toujours aussi forte que le maillon le plus faible de sa chaîne. C'est-à-dire que vous voyez ces élastiques, je mets ensemble plein d'élastiques. Si j'ai un élastique tout fin au milieu, au moment où je tire sur la chaîne, mais l'élastique tout fin, il n'arrive pas à tenir cette force. Donc, il va falloir à ce moment-là que je renforce l'élastique tout fin. Et à ce moment-là, je vais faire l'analytique juste pour viser un endroit où je suis plus faible. Mais de manière générale, moi, j'aurais tendance à conseiller de chercher d'abord des mouvements fonctionnels, des mouvements globaux qui vont impliquer plusieurs articulations, qui vont impliquer plusieurs muscles, etc., plutôt que juste un muscle tout seul qui, en général, ne nous sert pas dans le quotidien. Pour la posturologie, encore plus. Là où la musculation peut donner des avantages, c'est que, par exemple, en posturo, j'ai parlé des gens qui avaient des hyperlordoses, parce qu'il y en a plein dans le groupe, et que de toute façon, je pense que c'est un truc qui touche beaucoup de gens de notre génération. L'hyperlordose, donc je rappelle, c'est quand on a un peu la tendance à avoir les fesses vers l'arrière, un creux lombaire très prononcé, et qu'on va et que de manière générale, on n'a jamais une extension de hanche totale, c'est-à-dire
on a tendance à faire un peu ça, quoi. On va avoir un creux ici. Ça s'appelle l'hyperlordose. On a tous une lordose naturelle. L'hyperlordose, c'est qu'on a plus de lordose que la lordose naturelle. Lordose, c'est donc le creux lombaire. Et donc, si j'ai une hyperlordose, ça veut dire probablement que les muscles des abdos, donc si je suis comme ça, si je suis un peu comme ça, si je serre mes abdos, vous voyez, ça va avoir déjà tendance à diminuer mon creux lombaire. Donc là, j'ai un creux lombaire. Si je serre mes abdos, déjà, ça va diminuer mon creux lombaire. L'autre truc, c'est que mes fessiers vont être impliqués aussi. Si je serre les fesses, là, je serre que les fesses, on va dire, mes abdos se serrent forcément, mais si je serre les fesses, je vais diminuer là aussi. Vous voyez, j'ai mon creux lombaire, je serre les fesses, hop, tout d'un coup, en fait, je vais être plus droit. D'accord ? Donc, en fait, quelqu'un qui a un déséquilibre postural, il va falloir rééquilibrer parfois en utilisant les données de la force, etc., y compris de la muscu. Parce que quelqu'un, par exemple, qui ne sert pas... Pourquoi la personne a une hyperlordose? C'est difficile de capter qui est la poule, qui est l'œuf, mais quelqu'un qui a une hyperlordose, il a forcément trop peu de force dans ses abdos et dans ses fessiers par rapport à ce qu'il a dans les quadriceps et les psoas. Les psoas, c'est le muscle qui relève la jambe, quoi. Les quadriceps aussi participent à ce mouvement. Donc, si vous soulevez votre jambe comme ça, vous allez sentir que ça va engager vos quadriceps et peut-être vos psoas. Et en fait, ça veut dire que ces muscles-là, ils vont avoir tendance à être un peu trop forts. Enfin, il y aura un déséquilibre de force entre ces muscles-là et les abdos et fessiers. Le couple, hein, je parle bien du couple parce qu'ils doivent agir en concert pour réussir à compenser l'hyperlordose. Ce qui veut dire que quelqu'un qui a une hyperlordose doit à un moment travailler ces muscles-là. Le truc, c'est que, encore une fois, je dis que la force, elle est avant tout nerveuse. Et donc, quelqu'un qui est arrivé à ça, il n'est pas arrivé par hasard à ça. Soit il y a des éléments structurels qui font ça, les pieds plats, des éléments de position des os, etc. Soit il y a des éléments nerveux qui font ça. Par exemple, il a plus conscience de ses quadriceps que de ses fessiers. Ça va être très fréquent. Et donc, par exemple, des gens qui ont plus conscience de leurs quadriceps que de leurs fessiers, qu'est-ce qu'ils font quand ils courent? Ils vont utiliser beaucoup leurs psoas et leurs quadris. Et par contre, ils vont négliger l'utilisation des fessiers. Ou quand ils marchent. Je vais donner quelques exemples que vous allez voir. Quelqu'un qui marche en utilisant peu de fessiers, j'exagère parce que c'est très compliqué à montrer réellement parce que c'est dur à maîtriser. Mais vous allez voir ce que ça donne. Donc, j'exagère un peu, mais si j'utilise pas mes fessiers, vous voyez mon alignement, enfin mon bassin va jamais passer en avant parce que c'est quand je serre les fesses que je me projette en avant et que mon bassin va se mettre vers l'avant. Donc, je vais faire ça à ce moment-là. Tac. J'exagère, hein. Vous voyez? Et donc, si je serre mes fesses à chaque pas, eh ben, ça va faire que, d'une part, je vais avancer plus vite parce que je vais utiliser un muscle, donc fonctionnellement, c'est plus efficace. Mais ça va faire aussi que je vais équilibrer ma posture tout le temps. Et si j'ai conscience nerveusement de mes fessiers, tous les gestes du quotidien, je vais plus utiliser mes fessiers que quelqu'un qui n'en a pas conscience. Donc, ça veut dire qu'une partie, pour moi, la première partie quand on travaille sur la force fonctionnelle, c'est d'abord la prise de conscience. C'est-à-dire que, en fait, il y a un concept d'ailleurs qui s'utilise qui s'appelle la pré-fatigue. Parfois, on va faire exprès de travailler un muscle en particulier. Et là, en isolation, donc c'est-à-dire en analytique, c'est donc en visant un muscle précis. Et comme on l'a visé, après, on a grave conscience du muscle parce qu'on l'a visé seul avant. Et grâce à ça, on prend conscience de ce muscle-là. Et après, on peut le réintégrer dans notre mouvement fonctionnel. Quelqu'un qui a une hyperlordose, s'il travaille ses fessiers et ses abdos à part, en travaillant, en isolant ces muscles-là, il va réussir plus facilement après, quand il marche, à les activer. Donc, on utilise les deux, mais le but est fonctionnel. Là où en bodybuilding, le but n'est pas fonctionnel, mais le but est esthétique, enfin, selon certains goûts, quoi, que j'ai pas. Voilà. Tout ça, c'est clair?
Ok, très bien. Bon, c'est encore une fois, hein, c'est dense, c'est dense aujourd'hui. Alors, on continue maintenant. Je vais vous parler de mouvements. Alors, encore une fois, tous les mouvements qu'on donne, c'est des cases qu'on donne en tant qu'humain pour essayer de clarifier notre pensée. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, tu vois. Enfin, genre, c'est ceux qui nous paraissent les plus vraisemblables, c'est ceux qu'on utilise en tant qu'humain. Il y a beaucoup de gens, et moi j'en fais partie, qui vont diviser les mouvements en 4 mouvements principaux et 2 gainages, en gros. Je vais expliquer en 2 mots. Il y a le mouvement de pousser avec les bras. Avec les bras, il y a 2 mouvements, avec les jambes, il y a 2 mouvements, comme ça on comprend globalement. Il y a 2 mouvements de bras, il y a pousser et tirer. On dit pousser, tirer, vous verrez donc 2 mouvements de bras. Donc, le mouvement de bras de pousser, par exemple, si je fais ça, je pousse. D'accord? Donc, si je fais une pompe, je pousse. C'est un mouvement de pousser. D'accord? Mais comme vous voyez, là, je vais pousser à 90 degrés. Mais là, je pousse aussi. Mon angle a changé. Ça n'engage pas exactement les mêmes muscles, mais on va dire que c'est un mouvement pour le corps, c'est un type de mouvement. En général, des gens qui poussent bien comme ça, ils ne vont pas être complètement nazes ici. Vous voyez? Parce que c'est un geste de pousser. Donc, je vais donner quelques exercices clés. Par exemple, faire une pompe. Là, je vais pousser à 90 degrés. Je vais faire un angle de 90 degrés ici, on va dire. Par contre, si je fais ce qu'on appelle un dip, c'est quand on se met sur des barres comme ça et qu'on pousse comme ça, je vais pousser avec très peu d'angle entre mon buste et mon bras. Si je me mets en poirier, en équilibre, et que je pousse comme ça, là, je vais pousser avec un angle de 180 degrés à peu près. Ah, merde, j'ai mis le micro loin, je ne sais pas si vous avez entendu. Donc, vous voyez, donc on peut pousser avec des angles différents. Donc, en face, pousser façon pompe, c'est 90 degrés. En dessous, façon dips, ça va être quasi 0 degré. Parfois, on s'incline, bon, donc entre 0 et 90 degrés. Et quand je vais faire au-dessus, ça va plus être 180 degrés. Mais ça reste un geste de pousser. Ouais, je ne sais pas si vous voyez. Donc ça, c'est un type de geste. L'inverse, c'est tirer. Le plus connu, c'est une traction. Et là aussi, on a des angles différents. Je vais faire, si je fais une traction à l'horizontale, je vais tirer comme ça. Je peux tirer comme ça c'est une traction à l'horizontale, c'est tirer aussi. D'accord? Mais je peux aussi tirer à la verticale, comme ça, au-dessus de moi. Je peux tirer comme ça, notamment quand on fait un soulevé de terre, on va tirer dans un angle de 0 degré à peu près. Donc pareil, on a plein d'angles différents, mais on a bien un mouvement de tirer, un mouvement de pousser, qui vont globalement attaquer les mêmes groupes musculaires, même s'il y a des petites variations. Pour les jambes, on a ce qu'on appelle le geste de squat. Donc, si je m'abaisse, c'est une flexion-extension. Hein, donc, je fais une flexion et puis je vais faire une extension. Ça, c'est ce qu'on appelle un squat. Donc, ça, c'est un geste. Le squat, c'est un geste de jambe. Donc, flexion-extension. Il y a un autre geste qu'on appelle la charnière. Donc, je vais l'écrire en. Donc, la charnière, imaginez une charnière, c'est comme si mon bassin devenait une charnière. Ça, c'est une charnière. OK? Je résume vite fait. Le mouvement de poussée va surtout engager les pectoraux et les triceps, voire les trapèzes supérieurs. Donc, ici. Donc, ça, pectoraux et triceps, c'est celui qui est à l'arrière ici. Les mouvements de tirée vont principalement travailler les biceps, le brachial, à côté du biceps. Ça va travailler les trapèzes inférieurs. Donc, c'est ceux qui sont en dessous, qui sont proches du centre des omoplates. Le bas des trapèzes, si vous regardez une photo d'anatomie, vous comprendrez. Et ça va travailler les rhomboïdes, notamment les dorsaux, etc. Donc, ça va travailler plus l'arrière, en fait. Donc, vous voyez
pousser, ça va travailler plus sur l'avant ici et là, à l'arrière du bras, et l'inverse, en fait, ça va faire l'avant du bras quand on tire et ça va travailler l'arrière du dos, enfin la partie dos plus, mais supérieure. Quand je vais faire un squat, ça va plus travailler mes quadriceps. Bon, c'est le muscle principal qui est engagé dedans, même si ça va un peu travailler mes fessiers quand même. Et ça va travailler les abdos. Enfin, ça travaille beaucoup trop de choses pour réussir à le résumer d'ailleurs, un squat. Et le soulevé de terre, donc le mouvement de charnière, va plus travailler ma chaîne postérieure. Donc ça, c'est les mouvements de base. Après, il y a les gainages. Donc en fait, donc il y a deux ceintures. Ouais. Donc il y a la ceinture scapulaire, donc qui va être il y a la ceinture scapulaire et la ceinture abdominale. Donc j'essaie de trouver des photos en même temps. Je sais pas si j'en trouverai des correctes pour vous montrer. Non, je ne trouve pas pour l'instant. Donc en fait, bon, je vais expliquer maintenant l'intérêt du gainage. Donc gainage, c'est pas tout à fait gainage, comme je le disais, on en a tout le temps. Hein. Donc en fait, c'est pour ça que le vrai mot, c'est ceinture scapulaire et ceinture abdominale. Pourquoi je le différencie? Pourquoi je parle de gainage directement quand je parle de ça, alors que j'en parle pas pour les épaules? Alors que si je fais un poirier, je suis en gainage. Hein. Je fais un gainage. Hein. Si je fais une pompe, je fais du gainage aussi. Pourquoi on parle plus de gainage? Vous voyez, la ceinture scapulaire, c'est cette zone-là, en gros. Et la ceinture abdominale, c'est près des abdos. D'accord? Pourquoi c'est des zones qu'il faut plus gainer? En fait, vous voyez, elles font partie du corps. Et donc, en fait, sur ce corps vont s'accrocher les choses qui vont nous permettre de faire plus de mouvements. Donc, par exemple, mes bras s'accrochent sur ma ceinture scapulaire, mes jambes vont s'accrocher sur ma ceinture abdominale, entre guillemets, hein, c'est un peu schématisé. Au plus j'ai de la stabilité de la ceinture scapulaire, au plus ma force des bras va augmenter. Au plus j'ai de la stabilité de ma ceinture abdominale, au plus ma force des jambes va augmenter. Ma force et ma mobilité même. Quelqu'un qui court vite, c'est quelqu'un à la fois qui est capable de générer beaucoup de force au sein de ses jambes, mais qui est capable d'avoir une grosse stabilité de sa ceinture abdominale. Et je dis pas que courir, il n'y a pas de ceinture scapulaire, il y a le reste aussi. Hein, mais on va dire que c'est là surtout qu'on voit la grosse différence. Quoi. Un bon nageur, qu'est-ce qu'il est capable de faire? Il est capable de mouver. Franglette. Il est capable de faire des mouvements au niveau des épaules, etc., des mouvements amples et forts, etc., souples en gardant de la détente musculaire, tout en gardant un gainage énorme des deux ceintures entre elles. Comme les deux ceintures sont l'une sur l'autre, le fait d'avoir une meilleure ceinture abdominale va favoriser une meilleure ceinture scapulaire et vice-versa. C'est sûr, on va dire que la ceinture abdominale est un peu plus... Enfin, c'est difficile de construire sans ceinture abdominale. Et donc, c'est pour ça que quand on travaille, en fait, on a 6 mouvements à travailler. On a pouce-étiré, squat, charnière, et puis ceinture scapulaire, ceinture abdominale. Évidemment, on peut combiner des mouvements entre eux. Donc moi, je partirais sur 4 mouvements de base, avec parfois des exercices spécifiques en gainage si on en ressent le besoin. D'accord? Encore une fois, je parlais tout à l'heure de Phelps. Moi, je trouve ça passionnant à regarder. Il y a les vidéos de Phelps qui fait du papillon et tout ça. Et en fait, il y a des ralentis qui ont été pris, notamment, je crois qu'il y a Arte qui a fait un documentaire sur lui, si je me souviens bien. Et en fait, dedans, on peut voir, il compare à d'autres nageurs et on voit que pendant son mouvement de papillon, le papillon, c'est quand on met les bras comme ça et qu'on fait des battements, des doubles battements au niveau des pieds. Eh ben, on voit en fait que son cap, donc les bras qui sont devant, comme ici, il bouge presque pas parce que en fait, il faut que sa pointe ce soit comme un bateau, qu'elle soit la plus fine possible, la plus droite possible, qu'elle file droit. Mais par contre, sa propulsion, donc derrière, là où il envoie les pieds, là, ça bouge de malade. Et ça, en fait, il arrive à bouger jusqu'au torse ici, le bas hyper bien, alors qu'il arrive à garder un cap super fort devant. Et il compare à d'autres nageurs qui sont des nageurs de haut niveau, mais Phelps, c'est une exception hein, en termes de nageurs. Et on voit que les autres nageurs, ils bougent plus l'avant ici et ils bougent moins haut ici. Ils bougent jusqu'au bassin. Ce
qui montre qu'en fait, Phelps a une maîtrise de ces deux ceintures qui est exceptionnelle, en fait. Il arrive à maintenir un gainage du haut tout en bougeant du bas, en appliquant les abdominaux, etc. du bas. Et donc, ça veut dire que, pourquoi je dis tout ça, c'est que le gainage, en fait, c'est un moyen, c'est pas une force maximale, mais c'est un moyen de transmettre sa force de manière fonctionnelle. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les transferts et transmissions de force. Je vais en parler maintenant. Et je crois qu'après, on aura fini la partie théorique, ce qui est déjà pas mal. Et du coup, qu'est-ce que c'est le transfert de force? C'est-à-dire que, par exemple, voilà, j'ai fait un exercice, voilà, j'ai augmenté ma force dedans, j'ai remarqué que j'avais de plus en plus de force dans cet exercice. Le transférer, ça veut dire être capable de le pratiquer dans ma discipline. Je reprends l'exemple de la pole dance, parce que je pense que c'est assez intéressant, c'est assez complet comme sport. Eh ben, si je fais de la pole dance, par exemple, je dois être capable de tirer, parce que quand je vais être accroché, je dois pouvoir me rapprocher